Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo est une réponse à l'historien Bernard Lugan. Elle a pour objectif de déconstruire méthodiquement sa thèse qu'il présente comme une réalité historique. Sa thèse consiste à dire que l'Algérie actuelle est une invention coloniale. Selon lui, l'actuelle Algérie est une invention française. Nous allons réfuter chacune de ces affirmations en utilisant des sources contemporaines des faits qui proviennent aussi bien d'historiens maghrébins ou d'historiens occidentaux. Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. Parce que la France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie. La France n'a jamais donné son nom à l'Algérie. L'Algérie était l'Algérie bien avant la France. Le nom Algérie n'est qu'une francisation du mot arabe El Jazair. Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima en 1377, appelait déjà la région du Maghreb central, donc l'actuelle Algérie, par le nom Al Jazair. Bilad Al Jazair, soit le pays d'Alger. Nous pouvons lire Wahran man Bilad Al Jazair. En français, cela donne Oran du pays d'Alger. La ville d'Oran est définie comme faisant partie intégrante du pays d'Alger, Bilad Al Jazair. Cette région du Maghreb central se nommait déjà l'Algérie bien avant la France, et il existe un nombre incalculable de sources qui démontrent cela. Il y a un certain nombre de documents prouvant bien que le mot Algérie était utilisé pour désigner le Maghreb central bien avant l'arrivée des Français. C'est d'ailleurs l'historien Gilbert Meignier qui le rapporte, qui pour le coup, lui, maîtrise bien mieux son sujet que Bernard Lugan. Les Algériens, on ne pourrait pas les appeler les Algériens encore à cette époque-là. C'est discutable parce que lorsque vous lisez par exemple Ibn Khaldoun, le grand écrivain du XIVe siècle, il est mort en 1406, il parle de Bilad el-Jazair, il parle de pays de l'Algérie. Bon, alors est-ce que ça veut dire dans son esprit le pays de Al-Jazair, des îles, c'est-à-dire d'Alger? Non, il semble que c'est quand même l'ensemble de l'Algérie. Parce que, en Libye et en Tunisie, la présence turque a débouché sur des noyaux pré-nationaux, mais pas en Algérie. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas évolué dans un sens pré-national à l'époque turque, à l'époque ottomane? Ceci est faux. Vers la fin du XVIIe siècle, la régence d'Alger a chassé le pacha turc et est devenue indépendante, au point où celle-ci attaquait les navires de l'Empire ottoman. À quel moment une province d'un État attaque les navires de l'État qu'elle est censée constituer? Le pacha turc, qui était le représentant de l'Empire ottoman, fut exclu de l'Algérie et menacé de mort par les Algériens. Je vais vous citer un passage de la biographie universelle ancienne et moderne tome 2 qui rapporte cet événement historique qui marque l'indépendance de l'Algérie vis-à-vis de l'Empire ottoman. Ouverture des guillemets. Baba Ali rendit sa mémoire chère au peuple d'Alger en le délivrant de la tyrannie des pachas turcs et en élevant à l'indépendance le chef du gouvernement, jusqu'alors humble vassal et tributaire de la porte ottomane. Depuis la malheureuse expédition de Charles Quint contre Alger, les Turcs avaient exercé la plus grande influence dans cette régence jusqu'au commencement du XVIIe siècle. À cette époque, l'autorité du pacha fut balancée par l'institution d'un dey chargé de la perception des impôts et de l'entretien des troupes qui puissent suffire à la défense de l'État sans le secours de la porte. L'autorité du pacha fut expulsée. Quelques lignes plus loin, nous lisons « La demande de Baba Ali lui ayant été accordée, il fut alors regardé et gouverna comme un souverain allié et non plus comme un sujet de la porte ottomane. » La régence dès lors n'est plus une province, mais un véritable royaume, car son dirigeant n'est pas un sujet de l'Empire ottoman, mais un souverain allié. De surcroît, Alger attaqua plusieurs fois les navires de l'Empire ottoman. Alger attaqua même la régence de Tunis et en fit sa vassale. Le royaume d'Alger, qu'ils appellent faussement Régence, à la fin du XVIIe siècle a cessé d'être dépendant des Ottomans et il jouissait d'une liberté totale et d'une souveraineté à tel point qu'il conclut des alliances de manière autonome et cela sans que l'Empire ottoman eût son mot à dire. Il avait sa propre armée, ses consuls, les chefs de l'État d'Alger parlaient d'égal à égal aux chefs des autres nations. L'Algérie était devenue un véritable royaume indépendant. Les Occidentaux appelaient l'Algérie le royaume d'Alger. Sur le site History States, nous pouvons voir que les États-Unis considèrent que l'Algérie existait bel et bien avant la France.
Ils établissent le début de leurs relations diplomatiques en 1776. Il n'y a en réalité qu'en France où il y a une difficulté à reconnaître l'existence de l'Algérie avant la France. Ce phénomène résulte sans doute de la guerre d'indépendance et des massacres qui ont été commis en Algérie. Le fait de nier la nation algérienne avant la France est une méthode pour atténuer les crimes coloniaux. Et la France va donner ses frontières à l'Algérie. C'est faux. La France n'a jamais créé les frontières de l'Algérie. Dans le traité frontalier de l'Alamaria qui fixe les frontières entre l'Algérie et le Maroc, la France disait elle-même que les frontières qui existaient entre la régence d'Alger et le royaume alawite sont les mêmes que les frontières actuelles. Je vais vous citer l'article. Les deux sont convenus que les frontières qui existaient autrefois entre la Turquie et le Maroc resteraient les mêmes entre l'Algérie et le Maroc. Aucun des deux empereurs ne dépassera la limite de l'autre. Elle restera en un mot telle qu'elle existait entre les deux pays avant la conquête de l'Empire d'Algérie par les Français. Il y avait même un certain nombre d'historiens français qui reconnaissaient que le Sahara algérien était tributaire du pouvoir du Dey d'Alger et appartenait à l'Algérie. Dans les sources françaises, nous trouvons des éléments qui contredisent les propos de Bernard Lugan. L'ensemble des oasis du sud-ouest, Touat, Gourara et Tidiklet, l'occupation de ces contrées donnerait-elle lieu aux complications graves que l'on a pu redouter ? Le sultan du Maroc a-t-il et peut-il avoir sur elle quelques prétentions ? Avant 1830, les Touatiens payaient l'impôt au Dey d'Alger. On comprend que pendant les guerres d'Algérie, cet impôt ait cessé d'être payé, mais il en reste là un indice de nos droits sur ces régions, puisque notre pouvoir s'est substitué à celui des anciens Dey. Nous avons démonté les principales affirmations de M. Lugan. Maintenant, nous allons nous interroger sur son objectivité autant qu'historien. Vous savez, il y a de fortes chances que derrière un historien se cache son idéologie. Derrière l'histoire se cache l'idéologie de celui qui la manipule. Rares sont ceux qui font preuve d'objectivité avec l'histoire. Il existe un certain nombre d'indices qui montrent très clairement qu'il y a de fortes chances que Bernard Lugan ne soit pas objectif, surtout lorsqu'il traite de l'histoire de l'Algérie. Bernard Lugan est né au Maroc lors de la période protectorale. Il a eu une affinité avec le Maroc dès la naissance, dont il dit lui-même qu'il avait de proches amis. Son objectivité est donc largement discutable, surtout lorsqu'il traite de l'histoire algérienne. Nous connaissons l'animosité que portent les nationalistes marocains vis-à-vis de l'Algérie. De surcroît, Bernard Lugan appartient à la mouvance d'extrême droite française. Lugan ne peut être objectif vis-à-vis de l'histoire algérienne car son nationalisme français le poussera indubitablement à nier la nation algérienne avant la France. Bernard Lugan est chroniqueur chez 360 Médias. Lugan est donc salarié de l'appareil de propagande médiatique du gouvernement marocain. Son objectivité autant qu'historien lorsqu'il traite de l'histoire algérienne n'est donc pas crédible. Et pour prouver de manière irréfutable que Bernard Lugan n'est pas un historien sérieux, il suffit de regarder son petit podcast sur l'esclavage en Afrique. Monsieur Lugan parle de tous les esclavagistes, mais il oublie ceux qui ont été le cœur de ce commerce pendant plus de 1000 ans. C'est Youssef Indy qui le rapporte sur son compte Twitter. Nous voyons bien que M. Lugan n'est pas quelqu'un de sérieux, c'est un démagogue. Il dit à une certaine partie de l'extrême droite ce qu'elle veut entendre sur l'Algérie. Point. D'ailleurs, Lugan fait partie de l'Action française, un groupe très largement néoconservateur, puisqu'ils font la promotion de Zemmour, qui, je rappelle, se réclame de Bernard Lewis. Les membres de l'Action française sont de véritables clowns. Il suffit d'ouvrir leur compte Twitter pour s'en apercevoir. Ils n'ont aucune connaissance réelle de la géopolitique, qui est une discipline dont ils sont parfaitement exogènes. Ils vont dénoncer effectivement les exactions commises par l'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie, mais ils ne disent pas un mot sur Israël qui soutient elle aussi l'Azerbaïdjan et les fournit en armes de guerre. Ils font la promotion de M. Zemmour alors qu'il soutient fermement les intérêts de l'État israélien contre ceux de la France. Il suffit de lire le livre de Youssef Indy pour s'en apercevoir, ou tout simplement écouter les propos de Henri de Lesquen qui démontrent lui aussi l'imposture de Zemmour. Ces gens sont des clowns, et M. Lugan, hélas, fait de la démagogie pour plaire ces individus. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir.